Les amis, ce soir, on a le plaisir de recevoir un des duos humoristiques les plus connus de France. Dimanche soir, quand on a annoncé ça sur Twitter, c'était tout simplement la folie dans les réactions. David Marseille et Grégoire Ludic qui sont avec nous ce soir. C'est le Palma Show, mesdames et messieurs. Très joli synthé. Le Palma Show qui est avec nous. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Et vous? Ça va et vous? Ça va super aussi. Merveilleux. Merci beaucoup d'être là. Non, merci de nous recevoir. Ouais, on est ravis. Merci à vous. Bon, honnêtement, c'est un plaisir. Première fois sur Twitch? Complètement dépucelage de Twitch, tout à fait. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Juste pour que les gens comprennent un peu, justement, parce que d'habitude, les invités arrivent un peu après. Vous avez votre avant-première au Grand Rex dans 1 heure. Il y a les motos-taxis qui attendent juste dehors. Ça gèle les couilles. Vous êtes en fast live, vous? Nous, on n'a pas le temps, tu sais. On n'a plus le temps, ça y est. On n'a plus le temps. Comment, parce que du coup, vous êtes aussi là justement pour votre nouveau film, Les Vedettes. Ça sort donc du coup demain, le 9 février. Ouais. Si vous avez 30 secondes pour nous pitcher le film. Tu les prends, Greg? Je les prends. C'est l'histoire de Daniel Santini, qui est un chanteur. Lui, il pense que c'est Michael Jackson, mais bon, c'est un chanteur un peu foireux, qui travaille dans un magasin d'électroménager avec Stéphane Chevalier, David ici présent. Ils peuvent pas se blairer, et en fait lui, Daniel a quelques problèmes de sous et d'ego, et en fait il se rend compte que son collègue qu'il déteste connaît le prix de tous les appareils électroménagers du magasin, donc il décide de l'inscrire au juste prix, un équivalent du juste prix, pour gagner tous les objets du juste prix, vu qu'il connaît tous les prix. Il y a beaucoup de prix, mais on s'en sort. Okay. Jusque-là, on les a. Et donc lui, il veut, c'est pour passer à la télé, ça va lui permettre de redorer un peu son blason et d'être enfin sous le feu des projecteurs. Mais j'ai l'impression que tout ne se passera pas comme prévu. Ouais. Mais est-ce que c'est pas une histoire d'amitié également? Est-ce que ce ne serait pas une histoire d'amitié, Grégoire? Voilà, je crois qu'on a fait 40 secondes. Non, mais c'est très bien. C'est un métier, c'est un métier. Le chat, je vous trouve très très beau. C'est vrai que vous êtes, vous êtes en classe. C'est la tenue serveur de cocktail, ouais. Voilà. D'ailleurs, tu mets un morito, s'il te plaît? Un morito. Je regarde juste au brushing après. Le brushing après la moto, ça va peut-être partir parce que c'est vrai. Mais je le fais, je le fais sans casque de toute façon. Je suis venu sans casque. Je crois que ça se voit d'ailleurs. Pour aller un peu plus vite, c'est votre deuxième film parce qu'en 2016, il y avait eu la folle histoire de Max et Léon. Tout à fait. Ça s'était super bien passé. Super. Justement, très chouette. Très bon retour, critique, etc. Comment vous vous sentez en deuxième film? Est-ce que le fait que le premier était une réussite, ça aide à être confiant? Vous êtes quand même en stress, j'imagine? On verra, parce que c'est clairement différent de la folle histoire de Max et Léon. Quand on avait fait ce film, justement, on sortait d'Internet et de la télé, donc peut-être qu'on ne se sentait pas tout à fait légitime, donc on avait choisi un sujet vraiment complètement opposé à tout ce qu'on pouvait faire, la Seconde Guerre mondiale. Et là, on revient avec un film qui nous ressemble beaucoup plus. C'est beaucoup plus Palma Show, Les Vedettes. C'est déjà ces deux personnages un peu foufou, comme on peut faire. J'ai utilisé le mot foufou. Il a osé. J'ai osé. Et voilà, ça parle de sujets qu'on aborde déjà dans nos sketchs. Donc non, je suis confiant en tout cas. Ceux qui aiment le Palma Show, a priori, ne devraient pas être dépaysés, quoi. Okay. En parlant du Palma Show, j'ai vu que Jonathan Barré était réalisateur aussi du film. C'est vrai que c'est un peu le troisième homme du duo, parce que depuis le début, c'est votre réal, non? C'est clairement ça. Nous, on a rencontré Jonathan, nous on vient des Yvelines, et lui aussi. Et nous, on réalisait des sketchs, et on savait pas réaliser, on jouait dedans. Par contre, lui, il réalisait des sketchs. Il était un peu moyen dans ses sketchs, à lui, en tant qu'acteur, mais il réalisait super bien. Okay. Donc on s'est dit, mais dis donc, arrêtons d'être cons. Il faut qu'on fusionne. Et du coup, ça fait effectivement une bonne quinzaine d'années, et on s'est pas arrêté, en fait. Parce que j'ai même cru, j'ai un peu lu pour préparer, que en fait, vous avez pas mal réécrit le sujet du film. Au début, ça partait pas justement sur ce pitch-là. Carrément différent. C'est qu'après Max et Léon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à trouver une idée. Et puis, je sais pas, on s'est lancé dans l'histoire d'un braquage de centre commercial. Ok. Voilà. 3-4 mois d'écriture, 60 pages de scénario, jusqu'au moment où on le présente à Jonathan Barré, comme on fait à chaque fois. Et lui, il lit une demi-page environ. Il nous dit, dis donc, les gars, mais je crois que c'est de la merde là. Et c'est très important d'avoir quelqu'un dans son équipe qui ose dire les choses. Et effectivement, il avait raison. Nous, on se rend compte qu'on est parti dans un truc trop compliqué. Lui, il nous dit, vous devriez partir d'un fait divers, d'une anecdote. Et c'est là qu'il nous dit, j'ai vu par exemple sur le web qu'il y a un Américain qui a appris par cœur tous les prix des appareils électroménagers pour passer au juste prix américain, pour tout remporter. Pas mal. Donc là, on se dit, petite vie de merde. Petite vie de merde. Est-ce que ça a marché? Il l'a vraiment fait? Et il a perdu. Il a tout perdu. Ah non, c'est pire que tout. Ouais, mais le stress. Donc il y a une forme de fascination et de ça, on a dégagé plein de choses. On s'est dit pourquoi faire ça? La reconnaissance, l'endettement, la surconsommation. Bref, il y avait plein de sujets qui nous intéressaient pour faire une chouette comédie. Et c'est venu de Jonathan, donc. Et c'est venu de Joe, ouais. C'est ce troisième. Ça vous intéresse, justement, ce truc de un peu le quart d'heure de célébrité, quoi. Ça a été un sujet qui. Alors Andy Warhol, tu veux dire? On a découvert ça récemment. Ce truc-là de justement, monsieur. Fallait qu'il la cale. Il est là. Mais non, mais est-ce que c'est un peu une bonne
une bonne recette, parce que j'ai trouvé justement, moi j'ai déjà vu le film, que vous abordez ce thème-là et on tombe pas dans la moquerie. Enfin, vous tournez autour justement de la vie de ce duo-là, mais sans tomber justement dans le truc trop facile. On se moque pas d'eux, ouais. On est parti de personnages avec des défauts qu'on a tous, enfin à différents niveaux. Et je veux dire, on a tous des défauts et on se dit que de toute façon, c'est plus facile d'y injecter de la comédie. Mais de la comédie pour rire et pas de la comédie que pour se moquer, effectivement. Au final, nous, nos personnages, on les trouve assez attachants parce qu'ils n'ont aucun recul. Ils sont persuadés d'avoir un talent fou, lui, de management, mais mon personnage de chanteur, il pense que ce sont des tueurs. Et quand tu as quelqu'un qui est en face de toi et qui dit, bah évidemment. Oui, enfin, pourquoi tu poses la question? Tu fais aïe, aïe, aïe. Et du coup, ça les rend attachants. Ouais, c'est à on rigole pas d'eux, on rigole avec eux, exactement. C'est la société qui les pousse à être ridicules. Aujourd'hui, on a tous besoin de reconnaissance, que ce soit avec les réseaux sociaux, la télé-réalité. Et voilà, parfois, on en devient carrément ridicule. Et ça nous faisait rire, justement, de parler de ça avec ces deux personnages qui sont clairement en marge et ont des gros complexes de supériorité. Ah, donc, clairement. On parlait justement de quart d'heure de célébrité, de briller. Vous, c'est vrai que vous êtes un peu les enfants d'Internet. Moi, j'avoue que j'ai grandi en regardant vos vidéos. J'avoue que Very Bad Blague, je pense que c'est à peu près peut-être un des seuls formats que j'ai pu mater, mais 4, 5, 6 fois dès que je me faisais chier. Et je pense que je suis pas le seul. Parce je me suis fumé. Ouais, vraiment. J'ai vu que votre chaîne avait plus de 2 milliards de vues. On a retrouvé quand même avant, sur Dailymotion, je crois, en 2007 à peu près, une petite chanson que vous faisiez avec peut-être un peu moins de budget. Oh, le traquenard. Mais oui. C'est une parodie Star Wars à l'époque sur Dailymotion. Ah, la jeunesse. Mais vous étiez déjà là, pour 2007, c'est pas si mal. Franchement, il y a de l'idée. Mais pour 2007, il y a de l'idée. Mais vous savez que ça a été un déclic pour nous, parce que à l'époque, c'était donc sur Dailymotion, et le but, c'était de faire la vidéo star. Et tous les jours, il y avait une nouvelle vidéo déjà star. Cette recherche de reconnaissance. De base, on la cherchait à fond. Et puis voilà, un vendredi, on devient la vidéo star avec cette vidéo. Et je me souviens, on fait 500 000 vues dans le week-end. Ouais. On était comme des dingues. Ouais, en 2007, c'est n'importe. C'est énorme, c'est dingue. C'était fou. En vrai, aujourd'hui. C'est beaucoup, effectivement. C'est beaucoup, Parce que du coup, un peu après, je disais, il y a eu Very Bad Blague, etc. Vous avez tout explosé avec ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un peu, pas une lassitude, mais justement ce format donc, du coup, de sketch très court, vous avez peut-être eu un peu peur de vous faire enfermer là-dedans ou d'être limité à ça? C'est pour ça qu'on a voulu faire des primes après, quand on faisait vraiment que des sketchs une fois par jour. Il y avait un petit module, puis le lendemain un autre. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, là c'était chouette, on avait envie de proposer autre chose. Et évidemment, comme nous, on a grandi avec les inconnus et les nuls, quand on voyait la télé des inconnus, pour nous c'était un vrai événement de télé. Et on s'est dit, mais sans prétention, au contraire, on voulait se challenger et se dire ça serait tellement bien de faire perdurer l'esprit. On s'est dit, essayons de faire la même chose, de proposer des primes. Donc après, on en est venu à ça, et en parallèle, on écrivait Max et Léon aussi. On a mis, je crois que Max et Léon, ça a bien mis 4 ans. 4 ans, ouais. Et parce que là, du coup, les primes, c'était à la télé. Est-ce qu'il y a eu comme vous venez, on a vu beaucoup quand même Internet, Dailymotion, YouTube, etc. Il y a eu un monde où c'était possible d'aller plus loin sur YouTube, justement de proposer du long métrage sur YouTube, ou tout de suite ça a été bloquant et la plateforme n'a pas permis? Ce qui est étrange, c'est que nous, comme on a débarqué avant YouTube, nous on envoyait des cassettes déjà dans les chaînes télé, et YouTube est arrivé, et pour nous c'était un gros disque dur, c'était un moyen de stocker nos vidéos, mais à aucun moment on s'était imaginé que des gens allaient aller sur Google, taper YouTube pour aller voir des vidéos. Ouais. Donc jamais ça nous est venu à l'esprit de se dire c'est vrai. La démarche est trop marrante quand même. Bah ouais, de fou. Incroyable. Mais c'est pour ça que ça nous venait pas l'idée de faire des sketchs pour YouTube. Vraiment, c'était un replay. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans la télé très vite, en 2010, un truc comme ça, et 2010. On a mis toutes nos vidéos sur YouTube parce qu'on se disait c'est le meilleur moyen pour les revoir. Mais on n'a pas eu cette démarche-là. Donc après, quand on a voulu faire un film, on n'a pas pensé forcément à vouloir le faire pour YouTube. Nous on s'est dit oui, c'était pas du tout ce que YouTube est aujourd'hui. On réfléchit pas en médias vraiment quand on écrit un truc, on se dit pas tiens ça c'est pour YouTube, ça c'est pour la télé, on écrit et puis ensuite vous voyez où ça peut aller. Voilà. Et ça a bien marché direct, justement vous parlez de la télé où ça a été difficile de passer le cap quoi. Au tout départ on était sur Direct 8 et je pense que c'est une chaîne que personne n'allumait. Vraiment, personne ne se disait tiens, je vais allumer ma télé et je vais aller sur Direct 8. À l'époque, c'est vrai. Non, mais il y avait les replays, comme tu dis. Il y avait des replays et c'est surtout, ils nous compilaient comme des malades la nuit. Et on a commencé à avoir un public de gens bourrés au bout d'un moment. Avec des gens qui disaient je suis rentré hier soir, j'ai vu 2 mecs faire les ça, c'est vrai. Mais franchement, je me permets, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'à l'ère en 2021 ou 2022, où sur Internet, il y avait une grosse mentalité qui était venue, faut pas faire comme la télé, faut pas faire comme la télé, les codes de la télé, machin, nanan, faut pas, ici c'est différent et tout. Vous dites, nous, les plateformes,
on s'en branle, hein, on fait, et puis on envoie. Et ben c'est assez marrant de voir qu'au final, vous avez transcendé le truc sans même vouloir, tu vois. Mais même de la télé, on s'en foutait. Voilà, on écrivait nos trucs et on espérait juste que ça passe. Mais je trouve malgré tout que c'est étonnamment plus facile de faire nos sketchs à la télé que sur YouTube. Ouais. On avait fait un programme qui s'appelle K9 et on avait parodié la vie d'Adèle. Et bref, l'idée du sketch, c'était qu'en gros, les deux mecs n'arrivent pas à faire la scène, donc le réalisateur a pour idée de mettre tous les techniciens nus. Mais on les a vraiment mis nus. Ah, histoire de pousser, quoi. Ouais, on l'a pas caché, c'est compliqué. Voilà, Et on l'a filmé. Gros plan bien, bien équivoque. Bien équivoque. Et c'est passé dans le quotidien à 20h, sans problème, devant 2 millions de personnes. Et quand on l'a mis sur YouTube, on a été striké direct. Et on s'est dit, waouh, en fait. C'est très libre sur certains trucs, mais sur d'autres, c'est genre. C'est étonnant. C'est étonnant. On se disait, c'est plus facile de passer ça à la télé que sur YouTube. T'as raison. Sur Twitch, nous, c'est la catastrophe. C'est la politique du téton. Un téton, c'est terminé. On a réussi à survivre. J'ai montré un téton dans un musée d'art moderne. Bravo, voilà, c'est le highlight de la semaine. J'ai montré un téton, on n'a pas été vanni. T'es un peu foufou. Merci de utiliser foufou. Il fallait le dire. Non, mais c'est bien, il l'a remis. Ça te permet une bonne découverte de Twitch. Ici, on est ma boule. Voilà. Est-ce qu'on ne partirait pas en délire? En plein d'elle. C'est nos limites, les gars. Il y a des doses ou pas? Vous comprenez. Justement, par rapport à ça, c'est intéressant parce que là, j'ai vu que pour les vedettes, vous avez sorti trois petites vidéos sur votre chaîne YouTube. Qui sont d'ailleurs vachement cool au passage. Est-ce que c'est justement maintenant que entre guillemets vous êtes bankable, donc ça marche, etc. Ouais, pourquoi pas, je me suis dit. Mais est-ce que YouTube vous attire encore pour ce côté créatif, etc. Ou alors justement ça vous permet de relayer un peu vos contenus que vous proposez ailleurs, ou vous avez envie de peut-être revenir sur YouTube pour faire un truc spécialement internet? Là, il y avait ce qui nous a plu, c'était quand même réécrire des sketchs, et puis il y avait quelque chose d'instantané, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas une diffusion télé qui parfois... Enfin, comme on a créé vraiment en 2 jours de tournage ces 3 sketchs, on savait que notre expertise, entre guillemets, nous permettait de pouvoir diffuser ces sketchs rapidement sur YouTube et puis de relancer un peu notre machine poussiéreuse qui est notre compte YouTube. Et après c'est cool, nous on est ravis de revoir les sketchs tournés, de revoir des commentaires, tout ça. C'est vrai que ça nous donne envie de voir nos contenus exister de cette manière-là. Ouais, c'est vrai. Je dirais qu'écrire pour YouTube, ce qui nous plaît, c'est qu'effectivement il y a un truc instantané, il n'y a pas de réflexion, on va pouvoir faire une vidéo, on va la mettre. Mais comme on a une démarche plus à écrire beaucoup de choses d'un coup et tout tourner, très souvent, c'est ce qu'on fait en ce moment. En tout cas, on est en train de réécrire plein de sketchs. Tu veux dire que ce sera rebasculé plus tard. Ensuite rebasculé sur YouTube, mais c'est notre méthode. On aime bien tout écrire, tout tourner. Ouais, vous avez un pack de trucs et ensuite vous diffusez. Exactement. On aime bien concentrer notre énergie en fait d'un coup. Et vous arrosez un peu partout, très bien. Désolé le chat, j'ai eu un petit souci de son, je crois, sur mon micro, mais tout est en train de bien se passer. OMG leak, ça dit dans le chat. Non, c'est vrai, parce que je me baladais un peu sur les vidéos et je trouvais que c'était marrant justement cette manière aussi de communiquer sur comment faire un peu de la promo de manière sympa pour votre film, sans que ça soit dans le truc un peu lourd de facecam. Salut les gars. C'est ça l'avantage, c'est qu'on voulait maîtriser aussi notre promotion et de faire ce qu'on aime faire, faire des sketchs. Parce que ce que tu viens de dire, par exemple, la facecam et tout, nous on est des chèvres à ça, nous c'est pas possible. On est mal à l'aise, un truc de salut, coucou. Écoutez, c'est nous, retrouvez. Non, vos gueules. Ah ok, pas de souci. Ouais, tu m'étonnes. J'ai vu aussi, on avait Oli, du rappeur avec Big Flo et Oli, qui était venu sur le plateau nous dire que c'était un rap star. Je sais pas si ça vous parle d'être un rap star. Je crois que vous partagez. On savait pas avant. On savait pas. C'est pas non plus si connu que ça, Greg, mais je crois que vous partagez la même passion. Oli est en gros fan de rencontrer des stars. Juste pouvoir aller à la rencontre des stars, etc. Et j'ai cru comprendre que toi aussi, plus petit, justement, par rapport aussi aux vedettes, etc., t'allais aux émissions télé. C'est quelque chose qui prend une ampleur assez rigolote, mais tout le monde en parle. Je crois qu'en plus ça intéresse vraiment la France. Bien sûr, c'est le sujet de ce soir. Au suspendu à télé. Une fois, moi j'ai été dans une émission qui s'appelait On a tout essayé. Merci. Et il y avait Franck Dubosc qui était là-bas, et nous on avait été voir son spectacle à la Comédie Comartin, et j'adorais Franck Dubosc, et je me suis dit tiens, comment faire pour l'approcher, voir écouter ses vannes en vrai comme il fait à la télé et tout. Puis oui, j'étais dans le public derrière à me marrer. Et j'étais content parce que je l'avais aperçu. Puis après, j'ai repris mon petit train de banlieue. Je suis rentré chez moi. Mais j'ai pas fait. Une seule fois. Je suis pas allé tous les fois. Et encore, ça m'aurait plu d'y retourner et de revoir. Mais j'ai pas fait tant de fois que ça. Moi, mais la fois où je l'ai fait, là pour le coup, je peux pas dire le contraire. J'étais vraiment très très heureux d'y être et de voir tout ce qui se passe et tout, évidemment. C'est trop bien ce genre d'émission en vrai. Moi, j'y allais souvent. Je suis allé très souvent voir On va se gêner.
l'émission On va gêner et on ne demande qu'à en rire. Ouais. On va gêner, c'était l'émission qu'animait tous les jours à la radio Laurent Ruquier. Il y avait en fait, c'était diffusé à 10h en public. Et moi, juste avant d'aller en cours, j'y allais tout le temps. Ok. Parce que je me régalais, j'adorais la radio. Ouais, j'y allais souvent. Ouais, c'est cool. Et en fait, Christine Bravo. il y avait Christine Bravo, il y avait Olivier de Kersauzon. C'est la même équipe qu'on a tout essayé quasiment. Peut-être bien, exactement. t'as raison. Pierre Bénichou, paix à son âme. C'est ça, ouais. Et voilà, et c'était trop bien. Et moi, je me régalais. C'était mon petit plaisir pareil. Bah, tu vois, on partage quelque chose. Mais on est un Il y peu a une connexion entre les deux là, c'est. On était heureux. Les émissions, la barbe. Mais après, le problème, c'est que j'avais déjà 60 ans quand j'en avais 18. Et ça, c'était un problème. C'est ce que disait le chat là, juste avant. Il a pas 65 ans. C'est vrai que c'est que des rêves où on se dit c'est. Regardez ça aussi, mais tranquille. C'est pas possible. T'avais une question, pardon. Ouais, moi j'ai une question. J'ai beaucoup regardé, comme beaucoup de gens, Les Inconnus, les Nuls. Ouais. Sauf qu'à l'époque où je regardais, c'était fini. Le projet était terminé, il n'y avait plus de sketch, etc. Et donc on va dire qu'il y avait un début, une fin, il y avait les sketchs qui existaient que j'ai regardés en boucle. Quand vous êtes arrivé, moi je vous ai découvert avec Very Bad Black, comme beaucoup de gens, je pense. Et donc je vous ai beaucoup regardé en rentrant de soirée, notamment, effectivement. Ah, c'était toi. Entre autres, effectivement. Et pareil, après sur le Palma Show, etc. Et en fait, plus ça avançait, et au fur et à mesure des années, moi je me disais à chaque fois, mais où ça va aller, tu vois, parce que les sketchs, j'imagine qu'au bout d'un moment, on peut avoir des pannes d'inspi, un peu ce que vous disiez, sortir des sketchs tous les jours, c'est chaud, tu vois. Et je me disais, est-ce qu'à ce moment-là, 2012, 13, 14, vous saviez déjà que vous vouliez faire du long métrage et que c'était un peu le truc qui allait arriver après les sketchs? On n'a pas fait vraiment d'agenda, quoi. C'est-à-dire que quand on a écrit Max et Léon, on était hyper contents, on a fait ce film, mais après, on a eu envie de réécrire des sketchs. Ok. Ça dépend vraiment de l'inspiration. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne cherche pas à calculer notre écriture. Là, on est hyper content d'avoir écrit Les Vedettes. Ça sort demain, Ouais, c'est chouette. clairement, bien Et sûr. là, on n'a qu'une envie, c'est de réécrire des sketchs. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est plus court, c'est impulsif. Pour alterner et pas. Et si on a une idée de film, on écrira un film. Ouais, sur le feeling quoi. Ouais, exactement. Ouais, C'est clairement. comment on est inspiré. On va pas faire pour faire, en tout cas. Ok. C'est au feeling, mais c'est assez marrant parce que vous avez parlé de votre premier film et vous avez dit sur votre premier film, vous avez voulu un peu sortir de votre zone de confort, vous êtes allé un peu à rebours de ce que vous faites habituellement. Et là, sur votre second, vous dites, par contre, vous êtes revenu sur un truc peut-être que vous maîtrisez peut-être un peu plus, peut-être un classique ou en tout cas quelque chose qui ressemble peut-être un peu plus à votre zone de confort. Est-ce que c'était pensé? Vous avez dit, tiens, deuxième film, peut-être celui de la confirmation, je reviens à un truc safe, je maîtrise plus, ou alors c'était juste votre mood du moment en mode tac, là. Moi, je dirais que c'est un peu plus le mood du moment dans le sens où zone de confort, je pense pas, parce que c'est vrai qu'il y a l'esprit des sketchs qu'on peut retrouver dans Les Vedettes, mais là, on est vraiment parti de deux mecs qui ne se connaissent pas et qui ne peuvent pas se blairer, alors que dans nos sketchs, généralement, même dans Max et Léon, on est potes, cousins, colocs, collègues qui s'entendent, mais on se connaît déjà. Et donc on passait complètement outre cette rencontre et la genèse d'une amitié en fait. Comment chacun ici vous êtes rencontrés, est-ce que ça a marché tout de suite ou quoi? Et nous on avait envie de raconter ça. Comme on parle beaucoup d'amitié, parce qu'avant d'écrire des sketchs à la base avec David, on est vraiment potes avant ça. Nous, ça nous a fait marrer d'aller un peu plus loin dans les personnages, d'écrire vraiment des personnages denses, avec des trajectoires, il fallait les faire durer pendant 1h30. Donc, c'est pas la même écriture. Donc, l'esprit, on s'est dit, on va retrouver un esprit un peu plus contemporain qu'il y a dans Max et Léon et tout. Mais zone de confort, je pense pas, parce qu'on a été moins pudique dans l'écriture des personnages. Et j'arrête cette réponse beaucoup trop longue. Mais voilà, je pense qu'on a travaillé un peu plus dans le fond, en fait. Ok, très bien. J'ai une question là du chat d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez, parce que c'est vrai que ça fait très plaisir aux gens et c'est vrai que vous montrez pas tant que ça justement en dehors des sketchs et tout, donc c'est assez cool. Il y a quelqu'un qui demandait à Ikawa, ont-ils gardé les vidéos de leur spectacle sur scène, devenus quasi introuvables maintenant? Je savais même pas que vous aviez fait un truc sur scène, et je me demandais. Bien bossé sur ce nettoyage. On les a bien fait disparaître. Vous avez essayé la scène, ça vous tentait? Mais on a commencé par la scène, nous, à l'origine. On a commencé par ça, on a écrit 3 spectacles. Il y en avait un qui s'appelait Men in Blague. Pas mal le jeu de mots. Je l'ai. Vous l'avez? Tu l'as? Un deuxième qui s'appelle Ambiance. Vous l'avez? Je l'ai aussi. Et le troisième, ça s'appelait Truc parce qu'on a fait un spectacle avec plein de trucs. Avec plein de trucs. Plus en plus simple. Voilà. Mais après, ça nous faisait chier. Mais on était très heureux de faire de la scène, parce que nous, on faisait du théâtre, donc ça nous paraissait logique. Et puis, c'est la rencontre avec Jonathan Barré qui a tout changé. Parce qu'on faisait des vidéos, mais clairement, c'était... C'est l'œil extérieur qui vous a permis de passer un cap. Voilà, parce que les vidéos des spectacles, elles étaient bien. Nous, c'était vraiment des super souvenirs. Mais je crois pas que ce soit si... J'ai une question. Que ça, donc... Mais Men in Black, vous l'aviez fait à Avignon ou pas? Non. Ok.
Et dommage. Non, Pas de connexion. Tant mieux, tant mieux. Ouais, juste une question. J'allais vite fait en parler parce que je me suis un peu renseigné, j'ai lu vite fait. Tu t'es rencardé, ouais. Non, je me suis rencardé, je me suis fait plaisir. J'avais adoré vos sketchs à l'ancienne, comme on dit. Oui. Et en fait, vous avez toujours eu cet aspect un peu instantané avec YouTube où vous pouvez avoir les réactions directement, avec la scène où lorsque les gens rigolent devant toi, etc. Comment vous appréhendez le retour du public quand on fait du cinéma et qu'on peut pas avoir cet aspect direct de la réaction du public et qu'on est là en train d'écrire en se disant ok, il y a moyen qu'ils rigolent, mais on n'a pas les commentaires, on n'a pas les pouces. Justement, on essaye de pas penser à ça parce que de toute manière, dès qu'on a une idée, très souvent, on prend un peu le contre-pied de ce qu'on a pu faire avant. C'est une manière pour nous de moins se lasser. Et parfois, on a eu des commentaires très violents, notamment quand on changeait de programme. Par exemple, notre tout premier programme à la télé, c'est La folle histoire du Palmachot. Ça se passait hyper bien, on avait plein de commentaires cool. Et puis, on a inventé Very Bad Blague. Et là, pendant un mois, mais vraiment un mois, tous les jours, dès qu'on sortait une vidéo, on se faisait assassiner. Mais vraiment, on nous disait, mais c'est de la merde, revenez à ce que vous faisiez avant, vous avez bien baissé, vous avez changé. Et en fait, on s'est dit, bon, on arrête de lire, et on est persuadé que ce truc va marcher, on aime faire ce truc, et on y va, quoi. C'est fort de. Et ça a été pareil quand on a fait Palmachot l'émission, on s'est repris une branlée sur les commentaires. Enfin, Mais il y avait des choses marrantes, c'est-à-dire que tout à l'heure, on disait nous, on tourne vraiment 40 sketchs pendant 1 mois et demi, 2 mois, et après, on les diffuse les uns à la suite des autres. Donc, ce qui est marrant, c'est vrai que des fois, dans les commentaires, on mettait un sketch, et les gens mettaient, oh là là, celui-là est vraiment nul, revenez à votre esprit d'avant, franchement, vous êtes en train de vous égarer. Et celui d'après, c'est... D'accord, là, vous avez bien écouté. Et donc ça nous fait rire, parce qu'on se dit, bah oui, mais on l'a tourné en même temps, en fait, allez, pas de problème. C'est le même esprit. Voilà. Donc, on n'essaye pas de penser à ça. Ça, c'est plus marrant qu'autre chose. Plus on est sincère, plus ça nous fait rire, nous, c'est très égoïste, plus ça a des chances de marcher. Bah oui. C'est bien d'être persuadé de son truc aussi, parce que c'est vrai qu'avec l'époque Internet et tout, parfois, justement, tu es dépendant de ce que les gens pensent. Et là, c'est fort de pouvoir se dire juste, c'est bien ce qu'on propose, on y croit et c'est tout. On nous dit qu'on a un peu plus de temps au rap. Je vous épargne les questions de elle est où Jeanne, qui est... Elle doit être une première, quand même, de votre côté. Elle n'est pas là, Jeanne. C'est pour Twitch. Merci. Oh oui, on s'est clippé. Quelle exclue. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que ça disait un peu là justement dans le chat? Honnêtement, les gens sont juste... mais alors, du coup, c'est une bonne question par rapport à ce genre de truc, elle est où Jeanne, etc., où on a dû vous saouler. Est-ce que ça en est venu à du dégoût des fois, où d'un t'es en mode bon, c'est bon, Jeanne Franchement, non. Non. Le piment d'Espelette aussi. Moi, j'aime bien quand on me dit j'aime le piment d'Espelette, je fais mais carrément, mais moi pareil. Je sais pas, il y a quand même ça veut dire qu'il y a quand même un esprit, enfin les gens ont capté ce qu'on a voulu faire, ça les a fait rire, nous c'est vraiment le but aussi de notre travail, quoi. Se marrer nous, comme disait David, mais que les gens se marrent et que maintenant ça fait bien 10 ans que c'est sorti, que ces sketchs sont sortis, et quand on vient nous voir et qu'on dit j'adore le piment d'Espelette, ou alors on dit elle est où Jeanne, tout ça, ça nous fait marrer, ça nous fait kiffer. Mais c'est pas un objectif aussi quand on fait des vidéos comme ça de se dire que ça a entre guillemets peu vieilli et que même des années plus tard les gens vont ressortir ces éléments-là sans se dire que c'est dans le grenier mais c'est ringard, à l'ancienne. Ça pour le coup on y pense en écriture, à chaque fois on cherche à ne pas faire des sujets d'actualité en se disant parce qu'on a envie de voir nos vidéos vieillir correctement, même si je pense que il y en a bonne moitié qui sont regardables évidemment. Mais on prend à chaque fois des sujets pérennes pour pas pour pas essayer de intemporel, un peu intemporel. Déjà ça nous amuse plus en tout cas. C'est marrant parce que la manière dont vous exprimez, notamment vis-à-vis des commentaires, tout ça, je ressens vraiment que vous avez pas du tout, par exemple comme nous, commencé que par internet, vous avez commencé la génération juste avant, je me permets. Et donc du coup, vous avez une décontraction, un truc. Ah bah oui, parce que je pense que nous on a beaucoup moins. Nous c'est un outil, YouTube c'est un outil comme c'est un média comme la télé, comme le cinéma. Vous proposez quoi? Vous proposez le contenu. Oui, et puis vas-y, pardon. Non, vas-y, t'inquiète. Non, je disais aussi peut-être que nous, effectivement, ça fait un moment. Donc bon, on n'est pas des dinosaures, mais on commence à avoir un petit diplodocus. Un petit diplôme. Tiens, tu veux un cocktail? Tu l'as? Sans glaçon. Plaisir. Non, mais on a quand même on commence à avoir un certain recul et on essaye de prendre un peu plus les choses à la légère. Donc on essaye de faire un petit peu moins attention à tout ça, c'est vrai. Il y avait quelques questions un peu plus cinéma, etc. sur votre expérience, Quentin Dupieux, Mandibule notamment, sur ce que ça a pu vous apporter justement en expérience, comme manière de voir aussi peut-être le cinéma. Ça nous a
je dirais que ça nous a un peu influencé dans l'écriture. Enfin, on a vu une écriture différente, notamment l'écriture de personnages et comment on peut faire avancer dans une scène, même quand c'est complètement illogique, des personnages. C'est très étrange ce que je dis, mais ça nous a plutôt influencé. C'est-à-dire que Quentin avait ce truc, même quand ça ne voulait rien dire, il nous disait ton personnage a un but, et c'est ça, et tu dois te coller à ce but. Et voilà, je crois que ça nous a aidé dans l'écriture en tout cas. Le personnage doit avoir une trajectoire. Ouais. Quoi qu'il se passe, où qu'il soit, il faut qu'il y ait un point de départ, il y a une arrivée, il faut qu'à la fin de la scène, il y soit. Ça permet d'aiguiser un peu les personnages dans l'écriture et potentiellement d'éviter de faire des pavés. C'est de la technique scénaristique, quoi. D'accord. Ouais. Je suis désolé, à chaque fois que je vois ta tête, tu me fais énormément rire. Ça me fait plaisir. Non, mais j'ai vu avec les cheveux longs, là, à chaque fois, ça me provoque un sourire. Mais en tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. On doit partir, merde. Vous devez ensuite enchaîner, mais... on reviendra. Sachez qu'on a fait beaucoup de plateaux là pour cette promo et celui-là est de loin le meilleur. Vraiment. Mais vous nous posez des questions différentes et intéressantes sur notre travail. Ça fait plaisir. Non mais sérieusement, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. C'était le but et ça fait plaisir que vous soyez dans ce délire-là aussi. Vous êtes des légendes quand même de YouTube et tout, donc c'était un honneur de vous recevoir. Ils sont fous. Je vous le dis, il y a un petit tweet justement. Le Palma Show, c'est des gars les plus drôles, sérieux. J'ai re-regardé Max et Léon l'autre soir avant de voir le nouveau en avant-première vendredi soir à Quimper. Je me suis tellement marré, ce film est incroyable. Très hâte de vous revoir après 5 ans. Et ben voilà. Trop bien. Merci. Sort donc du coup dès demain les vedettes justement avec ces deux énergumènes. Merci beaucoup les gars. Merci les gars. Bonne soirée.